Phare FM, une radio à l'école. Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour pour notre dossier Oxfamnesty à l'Institut Saint-André. En effet, après avoir fait connaissance avec ces deux grandes organisations que sont Oxfam et Amnesty, nous allons vous emmener au cœur de la vie du groupe au sein de l'Institut Saint-André. Il n'y a pas de chocolat. Un chocolat noir et l'autre. Vous êtes bénévole au petit magasin Oxfam. Qu'est-ce que vous aimez bien donc chez Oxfam ? D'aider les artisans qui sont mal payés dans les pays d'Afrique. Le concept, il est bien fait. Donc justement, vous aimez bien que donc des artisans puissent être bien payés en Afrique. Mais pensez-vous justement que vous pouvez faire un grand changement au niveau de l'école ? En vendant les produits Oxfam. Pour l'argent. Comme Éléonore, Lorraine et Clara, toutes les trois bénévoles à Saint-André, de nombreux élèves peuvent s'investir concrètement dans leur école. Mais comment tout cela a pu se mettre en place ? Écoutons Pascal Moll, professeur de mathématiques. Au départ, il existait à l'école dans les années 90 une antenne Amnesty, animée par un ancien professeur, Pierre Cosmo, qui défend donc des droits civils et politiques. Je me suis intéressé, moi, par différents biais au commerce équitable, on peut l'appeler comme ça, c'est un terme assez générique, qui décrit bien les choses, et en réfléchissant un peu avec lui, on s'est rendu compte que le commerce équitable, qui en fait défend plus ce qu'on peut appeler les droits socio-économiques, donc le droit à une rémunération juste, à des conditions de travail décentes, eh bien ces droits-là et les droits défendus par Amnesty font finalement partie d'un même tout, qui est la Déclaration des droits de l'homme, tout simplement. Et on s'est dit, bien, puisque ces droits font partie d'un même tout, et puisqu'aussi l'école n'est pas très très grande, pourquoi scinder nos combats et pourquoi ne pas se réunir en un seul groupe ? Et c'est ainsi qu'en 99 est né dans l'école le groupe Oxfamnesty, donc à partir de l'antenne Amnesty, à laquelle est venu se greffer ce groupe Oxfam. D'ailleurs, en parlant du groupe Oxfam et du groupe Amnesty, qui d'autres sont impliqués, qui d'autres vous épaulent dans ce projet ? Bien, bon, il y a des élèves et des professeurs. Jusqu'il y a 5 ou 6 ans, on rassemblait les élèves en un seul groupe, mais on s'est rendu compte qu'il était difficile d'intéresser les élèves de la première à la 6e aux mêmes problématiques et d'avoir le même discours, les mêmes techniques d'animation notamment. Et donc depuis 3 ou 4 ans, on a décidé de scinder le groupe des élèves en deux. Le groupe des premières, deuxièmes et troisièmes en gros, qui s'occupe du magasin, donc qui gère les stocks, qui s'occupe de la vente des produits Oxfam 2 fois par semaine. Et ce groupe est chapeauté par Madame Blondel, donc un professeur. Et puis le groupe des aînés, 4e, 5e et 6e, qui eux réfléchissent à des problématiques, s'informent et imaginent des actions pour essayer de sensibiliser les élèves et les professeurs de l'école. Et donc ce groupe, il est chapeauté par 3 professeurs. Donc au total 4 professeurs. Le nombre d'élèves varie. Bon an, mal an, ça tourne autour de 20, 30 élèves qui s'impliquent dans ce groupe. Parmi les personnes impliquées, il y a des élèves qui choisissent d'acheter des produits du commerce équitable. Nous sommes donc en présence d'Amélie Nice, cliente Oxfam du magasin de l'école. Bonjour. Bonjour. Alors donc, vous achetez souvent dans le petit magasin Oxfam de l'école ? Oui, de temps en temps, j'achète du chocolat. Et pourquoi acheter à Oxfam et pas forcément dans votre supermarché ? Parce que c'est Oxfam qui fait les meilleurs chocolats et que leurs produits, comme les foulards et tout ça, je trouve ça très, très original. Et donc, quelle valeur défendez-vous et trouvez-vous bien de Oxfam ? J'aime bien leur objectif qui est de faire un prix, de faire un salaire pour les agriculteurs ou pour les artisans qui est bien, qui est pas sous-payé, qui est pas surpayé, qui est vraiment correct et qui reste tout le temps le même. Et que pensez-vous de ces jeunes qui font du bénévolat en aidant, par exemple, au sein de l'école, en utilisant, en faisant fonctionner le magasin ? Je trouve ça chouette. Je trouve ça bien parce que le bénévolat, ça commence à disparaître petit à petit et je trouve ça cool qu'il y ait encore des élèves à l'école qui fassent ça pour Oxfam. Louise Courtois, bénévole au magasin Oxfam. Alors Louise, pourquoi es-tu bénévole au magasin Oxfam de l'école ?
parce que j'aime vendre en faisant des bonnes actions. Et je sais que vendre auprès d'Oxfam, c'est pour aider des gens qui sont dans le besoin. Et ça me plaît, voilà. Vous aimez beaucoup vendre auprès d'Oxfam et quelles sont les valeurs que vous aimez bien chez Oxfam? Le fait de ne pas essayer de s'enrichir, mais de donner aussi aux autres. Et le fait qu'ils vendent dans des écoles ou qu'ils font des choses comme ça me plaît vraiment, voilà. História pra ver você chorar. Me chamam de covarde, mas vou me justificar. É que eu não posso, eu não consigo sair deste caminho tão errado, me livrar deste conflito. Sou tão fraco, imagine que detesto a fraqueza. Por isso eu não resisto, eu piso em quem defesa. Então eu canto meu blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas nunca tentei mudar. Na batalha que é minha vida, só pra metaforizar, eu sou um cavaleiro que não sabe duelar. Por isso eu canto este blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo mudar. Ambiance donnée par le groupe Distintivo Blue dans le morceau intitulé Blues do Covarde. Pour sensibiliser le plus de monde possible, le groupe Oxfamnesty propose au sein de l'école des actions diverses. Voici ce qu'en dit Pascal Moll. Tout à l'heure, vous avez parlé d'actions et quels sont les genres d'actions que vous avez fait depuis ces quelques années? En général, nos antennes respectives, donc les organisations respectives, Amnesty et Oxfam, proposent en général des campagnes axées sur différents thèmes. Mais on s'est toujours montré assez indépendant par rapport à ça. On les a parfois utilisées et très bien utilisées. Mais très souvent, ce sont des réflexions en groupe qui sont à la base de nos actions. Au début des années 2000, au retour des vacances de Noël, il y avait eu le tsunami en Asie, qui avait fait énormément de morts et qui avait fait beaucoup de bruit dans la presse évidemment. Et on s'était posé la question, pourquoi ce tsunami a-t-il eu autant d'impact médiatique, a touché autant de gens, alors qu'il y a régulièrement d'autres événements, plus insidieux peut-être, mais qui provoquent autant de morts par exemple. Et donc ça avait débouché sur une campagne qu'on avait intitulée « Les catas tuent », donc les catastrophes qu'on tue aussi. Et donc voilà, ça c'est l'exemple d'une campagne qui n'a rien à voir avec Amnesty, ni avec Oxfam, mais qu'on a construit nous-mêmes. Puis, dans d'autres cas, comme je le dis, on reprend des campagnes des organisations. Ça a été le cas pour Amnesty par rapport au droit au logement, par exemple, ou pour Oxfam par rapport au fonctionnement des marchés agricoles. On a aussi, l'année dernière, par exemple, suite à une intervention qu'on avait faite pour le climat, on s'est posé la question, de manière générale, que peut-on faire, nous, pour le climat dans l'école? Cette réflexion nous a amené à poser cette question, tiens, la consommation de papier dans l'école, on y pense souvent, quel est son impact? On a réfléchi à la question et ça a donné une campagne qui a porté ses fruits, puisque cette campagne a permis de faire basculer l'école, si on veut, du papier blanc au papier recyclé. Et comment ces actions sont-elles reçues auprès des élèves? Quel est leur impact effectif? Bon, il y a des actions très concrètes. Celle dont je viens de parler, qui a fait adopter le papier recyclé à l'école. Il y a quelques années, il y a aussi la campagne qui a abouti au retrait de la machine à soda Coca dans l'école. Donc voilà, ce sont des actions très concrètes. Pour le reste des campagnes un peu générales, comme les catatus dont je parlais, ou comme le fonctionnement des marchés agricoles, on a la posture suivante. On se dit, voilà, on sème des choses dans la tête des élèves. Certains sont réceptifs, d'autres ne le sont pas du tout, ça on en est bien conscient. Quand on touche 1/5 des élèves de l'école, on peut estimer qu'on est très content. Donc au niveau de la quantité et dans l'immédiateté,
On n'a pas des résultats extraordinaires, mais je pense que c'est le lot de toutes les organisations qui luttent dans ce genre de combat. Mais ce qu'on espère simplement, c'est qu'on a mis dans la tête de certains élèves des germes qui, à terme, pourront déboucher sur des comportements, sur des orientations professionnelles qui iront dans le sens qu'on veut défendre. Et concrètement, quels sont les élèves susceptibles d'être touchés par ces actions ? Je pense que, à mon avis, ça doit être représentatif de la population. En général, les élèves sont pas très différents de ce que peuvent être les adultes à l'extérieur. Voilà, il y a un peu tous les profils. Et l'objectif est donc de convaincre ceux qui ne sont pas complètement indifférents ou opposés à nos combats. Sinon, donc, vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait des actions que vous reprenez des grands organismes, mais comment exactement se passent vos relations, vos contacts avec ces grands organismes ? Eh bien, il faut savoir que les organismes mettent sur pied chaque année des journées pour chacun de leurs groupes, mais aussi depuis à peu près 10 ans maintenant, ils organisent au printemps, chaque année au printemps, une journée Oxfamnesty. Donc vraiment qui nous correspond parfaitement, puisqu'elle est née de la synthèse des combats des deux organismes. Et quand nous avons la possibilité, nous y participons, et c'est là que parfois on puise des outils très intéressants pour les actions qu'on veut mener. Par exemple, il y a quelques années, on s'était vraiment inspiré de pièces de théâtre qui nous avaient été présentées et d'une exposition qui nous avait été présentée pour mener l'action quelques semaines plus tard à l'école. Par ailleurs, on peut être en contact avec des permanents qui peuvent nous fournir des outils, qui peuvent nous donner des conseils, qui peuvent venir, qui sont déjà venus d'ailleurs, parfois dans l'école, pour animer des réunions avec notre groupe et qui ont un éclairage évidemment différent de celui que l'on peut apporter. I'm incommunicado, nothing of value to say. I'm on too much medication today, yeah. But if I had an opinion, I'd phone in every line, like a chat show addict, just to keep me occupied. But I just can't see a future, peddling rumors and lies. I'd be much better off doing something better with my time. You can take away my soapbox, I don't mind. You won't get that crap back chat from me. Point is communication, but things that ain't really news are just about as important as fancy shoes. And I just can't see a future in watching those celebrity lives. And I ain't got a clue where we'll end up if man survives. You can take away my soapbox, I don't mind. You won't get that crap back chat from me. So busy trying to save the world in my spare time. You won't get that crap back chat from me. I'm incommunicado, nothing of value to say, so I won't say it. You can take away my soapbox. Rythme dansant de Jesta dans Backchat Single. Et le combat d'Oxfam a évolué dans le temps. Pascal Moll. Le combat d'Oxfam aussi évolue notamment parce que traditionnellement, Oxfam c'était pour défendre les producteurs du Sud, mais depuis 10 à 15 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas que les producteurs du Sud qu'il faut défendre. Et les producteurs européens et belges en particulier ont aussi des problèmes dont il faut tenir compte. Par exemple, très concrètement, il y a quelques années, avec la crise du lait, ça a mis en lumière les difficultés qu'ont les agriculteurs à avoir des revenus décents. Donc voilà, donc justement, vous venez de rappeler, donc vraiment le but d'Oxfam, c'est vraiment que chaque travailleur puisse avoir un salaire juste. Mais comment peut-on, au niveau de l'école, aider justement à ce que ces travailleurs puissent avoir un salaire juste ? Il y a une action très concrète, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le magasin Oxfam. En achetant des produits Oxfam, des barres de céréales, des jus, des barres de chocolat, issus du commerce équitable, on aide très concrètement ces travailleurs dans leur quotidien. Et puis l'autre partie, c'est ce à quoi s'attachent les aînés, c'est de faire changer les idées. C'est parce que il faut éviter de se dire, voilà, j'ai acheté une barre de céréales, c'est bien, et j'ai fait mon action. Nous sommes convaincus que c'est au quotidien, et dans la manière de raisonner, dans la manière de faire ses achats, qu'il faut changer les choses. Oxfam a la conviction
et nous en particulier, que le pouvoir d'achat, dont on parle souvent, est un vrai pouvoir. Choisir entre un produit ou un autre, ça n'est pas du tout neutre. Et on peut, par ces achats au quotidien, changer finalement le quotidien de producteurs très éloignés ou même très proches, parce que les problématiques s'étendent maintenant à nos pays aussi. Mais il s'agit bien, au sein de l'école, du groupe Oxfam Nesty. Après toutes ces infos sur Oxfam, un petit point sur l'antenne d'Amnesty International avec Agathe Flippo, professeure d'histoire en 5e et 6e. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, le groupe Amnesty existe depuis combien de temps dans l'enceinte de l'école ? Voilà, vous donner une date précise, ça serait un peu difficile. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe certainement depuis les années 70 déjà. Quelles sont les différentes actions d'Amnesty mises sur pied à l'école ? Alors les choses ont évolué. Dans les premières heures du groupe, il s'agissait d'écrire des lettres pour soutenir des personnes pour qui justement les droits humains n'étaient pas une réalité, le respect des droits humains n'était pas une réalité. Les choses ont évolué puisque maintenant en ligne on peut soutenir des pétitions pour des personnes, des prisonniers politiques ou autres. Et du coup dans l'enceinte de l'école, on agit beaucoup plus en termes d'information. On fait différentes actions pour peut-être éclairer les élèves sur ce que sont ces droits humains, les droits politiques, civils et politiques, de qu'est-ce que c'est exactement. Donc par voie d'exposition, d'affiches, de sensibilisation. L'objectif est d'abord et avant tout informatif. Et justement, dans vos diverses actions, vous vendez des bougies. Mais pourquoi les vendre à l'école et à quoi faire de l'argent récolté ? Alors, pourquoi les vendre à l'école ? Bien, ça fait partie de notre souci de sensibilisation, faire découvrir Amnesty International, faire comprendre aux élèves aussi que Amnesty se veut absolument totalement neutre dans son combat et donc refuse tout subside de la part de tout État, justement pour garder les mains libres dans ses actions. Et donc le seul soutien financier que l'organisme peut recevoir, c'est ou des donations ou la vente de ces bougies. Donc pour eux, cette vente, c'est très très important. C'est une façon à la fois de les soutenir et c'est une façon de se faire connaître. Pourquoi avoir rejoint le groupe Oxfam Nesty et qu'est-ce qui vous pousse en tant que professeur à vous investir dans un tel projet ? Alors pourquoi rejoindre le groupe ? Je l'ai rejoint en tant qu'élève dans les années 70, je vous le disais, tout simplement parce que les valeurs que l'organisme défend me sont chères. Et à l'heure actuelle, étant professeur, j'estime que transmettre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, comme j'ai pu être sensibilisée, j'estime que sensibiliser à mon tour, c'est une mission importante. On sait que vous êtes prof d'histoire, donc est-ce que vous parlez d'Amnesty dans votre cours ? Est-ce que ça vous permet de véhiculer un message ? C'est évident que dans les différents programmes que j'aborde avec mes élèves, je suis amenée, bien sûr, à parler de ça. Rien que quand je parle de la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même un des textes fondateurs de cette notion de droits de l'homme, on en parle, bien sûr. On parle donc des combats d'Amnesty dans les cours d'histoire, comme vient de nous le confirmer Madame Flippo. Le travail de cette antenne a donc toute sa place au sein de l'école. Jean-Claude Leclerc, directeur de l'Institut Saint-André. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour Théo. Bienvenue sur SAR FM. Selon vous, qu'apporte cet organisme dans l'école ? Je trouve que c'est quelque chose de très très important dans l'école, qu'on devrait retrouver d'ailleurs dans toute école. C'est une manière de former nos élèves à la citoyenneté, que ce soit sur le plan des disparités économiques. Là, on parle d'Oxfam, les disparités entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et d'autre part également l'éducation des élèves à la question des droits humains dans le monde via Amnesty. Je trouve que c'est très très formateur pour nos élèves. Par ailleurs, à l'intérieur du groupe, on retrouve des élèves de toutes les années, de la première à la 6e. Et le fait de mener comme ça un projet commun, avec des élèves d'âge tout à fait différents, tout ça me semble très très porteur pour les élèves d'abord et pour notre école ensuite. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous laisserons le mot de la fin à Mathilde Dilly, ancienne élève de Saint-André, interviewée par Théo Gillard et Antoine Courtois. Alors, quel est votre nom et votre prénom ? Mathilde Dilly.
Vous qui avez été élève à Saint-André et qui avez fait partie du groupe Oxfam, vous percevez comment le fait que des jeunes et des profs réfléchissent aux problématiques abordées par Oxfam et Amnesty ? Je trouve ça super intéressant parce que c'est quand même des problématiques importantes dans le monde et je trouve que tous les jeunes devraient être interpellés par Oxfam et c'est hyper intéressant de faire ça dans une école secondaire justement pour sensibiliser les jeunes. Et estimez-vous que ce projet s'inscrive dans l'objectif éducatif d'une école ? Oui, parce que ça les apprend à travailler en équipe, à créer des projets, à mettre en place des projets. Et c'est vraiment enrichissant comme expérience. Donc, Vous qui avez fait partie du groupe Oxfam Amnesty dans cette école, quelles leçons vous ont-ils apportées ? Ça m'a apporté différentes valeurs, ça m'a apporté de rencontrer plein de gens qui avaient les mêmes idées que moi. On se rend compte justement avec des groupes comme celui-là qu'on n'est pas tout seul à avoir certaines idées et que c'est en se rassemblant qu'on peut faire des actions qui ont vraiment un impact. Et donc, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de faire partie de groupes comme ça. Et est-ce que c'est selon votre propre initiative que vous avez fait partie de ce groupe ? Oui, j'en ai entendu parler quand j'étais étudiante ici et du coup j'ai demandé pour intégrer le groupe. Parce que c'est bon. Vous faites encore des projets aussi gros ? Je suis arrivée à l'université de Mons et il n'y avait absolument rien au niveau Oxfam. Donc avec quelques étudiants de ma faculté, on a créé un groupe Oxfam. Pas du tout Amnesty, juste Oxfam. Donc on organise aussi des petits déjeuners, on organise des conférences pour les étudiants et les professeurs, on organise des moments de sensibilisation pour les jeunes et les étudiants. On souhaite que maintenant l'université tout entière en fasse partie d'Oxfam. Merci. Cette émission a été réalisée, montée et animée par Maxime, Jean, Arthur, Antoine, Salomon et Théo, tous élèves en 4e secondaire à Saint-André, accompagnés par Jean-Louis Van de Haal et Marie-Noël Paulet. Et puis, petit clin d'œil complice à la RTBF pour sa participation impromptue. Vous pouvez retrouver Star FM sur son site internet st-andré.be/Star FM. Vous pouvez également retrouver Star FM sur Facebook et sur Twitter.